Une albinos ne peut pas venir me défier dans ma propre maison. Même s'il faut que j'aille voir un marabout, j'irai. Tu ne seras jamais qu'une bonne à rien. Hors de ma vue. Écoute-moi bien. Je ne paierai plus tes cours du soir. J'ai mes propres enfants à gérer. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à abandonner mes études, je vous en supplie. Dans un village calme, loin des grandes routes, une petite fille albinos grandissait avec des rêves simples. Elle s'appelait Marie et, à 13 ans, elle avait déjà compris ce que voulait dire manquer. Marie vivait avec sa famille, son père travaillait comme il pouvait, un jour au champ, un autre au marché, parfois des petits services chez les voisins. Le soir, il rentrait avec les épaules lourdes et les mains fatiguées, mais il essayait toujours de parler doucement à ses enfants, comme pour leur donner de la force. Marie, avec sa peau claire et ses cheveux blancs comme la lune, aimait écouter les adultes discuter au crépuscule. Elle aimait aussi regarder les enfants en uniforme passer, le matin, avec leur cartable. Chaque fois qu'elle voyait un cahier propre, une règle neuve, un stylo qui marche bien, son cœur se serrait. Sa différence la rendait encore plus visible aux yeux des autres, et elle n'enviait pas par méchanceté, mais parce qu'elle savait qu'apprendre pouvait changer une vie. Un jour, un homme est arrivé au village. C'était un oncle, un parent de la famille. Il venait de la ville. Son pantalon était bien repassé, ses chaussures propres, et sa voix portait loin quand il saluait. On sentait que les gens le respectaient. Dans un village, quand quelqu'un revient de la ville, on l'écoute différemment. On se dit qu'il a vu autre chose, qu'il sait des choses, qu'il a des solutions. L'oncle a parlé longtemps avec le père de Marie. Il a expliqué qu'en ville, les enfants pouvaient étudier, qu'il y avait de bonnes écoles, que les chances étaient plus grandes. Il a promis quelque chose qui a fait briller les yeux de la famille. Il disait qu'il allait emmener Marie, la petite albinos, en ville et la mettre à l'école. Il disait qu'elle allait apprendre, grandir, devenir quelqu'un. Il jurait même qu'elle ne manquerait de rien. La mère de Marie hésitait. Envoyer une fille si jeune et si différente loin du village, ce n'était pas facile. Mais l'oncle parlait avec assurance, comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et la famille n'avait pas beaucoup de choix. Quand on est pauvre, on s'accroche aux promesses comme à une corde dans l'eau. La mère a fini par accepter, le cœur serré, en pensant que c'était peut-être la chance que le destin offrait à sa fille albinos. Le lendemain du départ, Marie a mis ses quelques vêtements dans un petit sac. Elle avait peur et elle était excitée en même temps. Elle a regardé une dernière fois la cour du village, les voisins, le chemin poussiéreux, et sa mère qui essuyait ses yeux sans vouloir se faire remarquer. Marie s'est dit que c'était le début d'un nouveau chapitre. La ville l'a étonnée dès son arrivée. Tout allait vite. Les motos passaient en klaxonnant. Les vendeurs criaient leur prix. Les voitures brillaient au soleil. Les odeurs se mélangeaient, essence, poisson braisé, savon, friture. La maison de l'oncle était plus grande que celle du village. Des murs solides, des pièces plus nombreuses, des objets qui semblaient précieux. Marie s'est dit qu'ici, on ne pouvait pas mentir sur l'école, parce que tout respirait déjà la réussite. Les premiers jours, Marie attendait. Elle espérait chaque matin qu'on allait lui dire de se préparer, qu'on allait lui acheter un cahier, qu'on allait lui montrer le chemin de l'école. Mais au lieu de cela, on lui donnait des tâches. Au début, c'était des petites choses, balayer la cour, laver quelques assiettes, aller chercher de l'eau. Elle se disait que c'était normal, qu'il fallait aider, qu'elle allait bientôt commencer l'école. Dans la maison, il y avait une ménagère. Une femme qui faisait le ménage et la cuisine. Marie la voyait se presser, s'essuyer le front, soupirer quand la journée était trop longue. Marie se disait qu'au moins, cette femme faisait ce travail parce que c'était son métier. Marie, elle, n'avait pas choisi. Puis un matin, sans explication, la ménagère n'est plus revenue. Marie a entendu une dispute, des paroles rapides, une porte qui claque. Ensuite, le silence. Et puis, la vie a continué comme si de rien n'était, sauf que tout le travail qui appartenait à la ménagère est tombé sur Marie, comme un sac lourd qu'on dépose sur les épaules d'une enfant albinos. À partir de là, ces journées sont devenues des journées d'adultes. Elle se levait avant l'aube, quand le ciel était encore gris. Elle balayait, nettoyait, lavait. Elle allait au marché avec une bassine sur la tête, revenait avec des sacs lourds, sa peau sensible brûlant déjà sous le soleil. Elle préparait le petit déjeuner des enfants de la maison. Ensuite, elle les accompagnait à l'école, en marchant vite pour ne pas être en retard. Chaque matin, Marie posait ses yeux sur les grilles de l'école. Elle regardait les enfants entrer, rire, courir. Elle les regardait s'asseoir dans des salles où il y avait des tableaux,
des craies, des professeurs. Elle se disait que ce lieu aurait pu être le sien. Mais elle restait dehors, attendant que la cloche sonne, puis elle repartait seule à la maison pour continuer le ménage. À midi, elle repartait chercher les enfants. Le soir, elle préparait le dîner, lavait les uniformes, rangeait les cahiers des autres. Elle grandissait au milieu des études des autres, sans pouvoir toucher à la sienne. Les années passaient comme ça, et Marie se transformait en silence. En grandissant, elle avait déjà les gestes rapides, les yeux qui évaluent, le corps qui anticipe. Elle savait d'un coup d'œil si la maison était propre, si la sauce manquait de sel, si l'eau allait finir trop tôt. Sa fatigue n'était pas une fatigue d'enfant, c'était une fatigue de quelqu'un qui ne se repose jamais. Dans la maison, les enfants du couple grandissaient. Ils avaient de bonnes notes. Ils recevaient des encouragements, des cadeaux parfois. Marie, elle, recevait surtout des ordres. Les jours où elle était malade, on lui demandait quand même de se lever. Les jours où elle avait mal au dos, on lui disait que d'autres femmes travaillaient au champ enceintes, donc qu'elle n'avait pas d'excuses. Au village, ses parents demandaient des nouvelles. Ils croyaient encore à l'école. L'oncle répondait avec des phrases floues, promettait qu'il allait s'en occuper. Marie, elle, n'osait pas tout dire. Elle avait peur de détruire l'espoir de son père. Elle avait peur qu'on la renvoie au village comme une honte. Elle pensait qu'elle devait tenir, parce que parfois les adultes disent que la patience ouvre les portes. Marie a eu 20 ans sans diplôme. Elle se regardait parfois dans un petit miroir et elle avait l'impression de voir une femme plus âgée. Ses mains étaient abîmées par le savon, l'eau, les balais. Ses yeux étaient souvent cernés. Pourtant, au fond, elle gardait une petite lumière, comme une braise qu'on protège du vent. Un jour, on lui a parlé de cours du soir. C'était comme une consolation. On lui disait qu'elle pouvait apprendre après les tâches, le soir, quand la maison serait calme. Marie s'est accrochée à cette idée. Elle se disait que même tard, apprendre valait mieux que rien. Elle a commencé les cours du soir. Elle y allait en courant, après avoir fini la cuisine et le ménage. Elle arrivait parfois essoufflée, avec l'odeur du feu et du savon sur elle, mais elle s'asseyait et elle écrivait avec sérieux. Elle aimait le bruit du stylo sur le papier. Elle aimait comprendre. Elle aimait sentir son cerveau s'ouvrir comme une fenêtre. Et elle était douée. Très douée. Les professeurs le voyaient. Les autres élèves le voyaient. Marie rattrapait vite ce qu'elle n'avait pas eu. Elle lisait, elle retenait, elle progressait. C'est là qu'elle a rencontré un garçon qui la respectait. Il la saluait correctement, il l'écoutait, il la voyait comme une personne, pas comme une servante. Il parlait parfois après le cours, sur le chemin, quelques minutes. Marie ne pouvait pas rester longtemps, parce que la maison l'attendait toujours. Mais ces minutes faisaient du bien. Elles lui rappelaient qu'elle existait. Les années ont continué. Marie a atteint un niveau où ses résultats devenaient visibles. Et c'est à ce moment-là que les paiements ont cessé. Sans grande explication, on lui a dit que c'était trop cher, qu'il fallait attendre, qu'on verrait plus tard. Elle a compris qu'on avait peur qu'elle réussisse trop. Ce qui faisait le plus mal, c'était de voir que, dans la même maison, on investissait sans compter pour les enfants du couple. Ils ont passé leur bac. On les félicitait. Puis on a commencé à parler de l'Europe. De grandes écoles. De gros montants. On parlait de 20 000 euros, de 30 000 euros comme si ce n'était rien. Marie entendait ces chiffres pendant qu'elle frottait le sol, qu'elle tournait la sauce, qu'elle lavait des assiettes. Les enfants sont partis en Europe. Ils ont réussi. Ils ont obtenu des diplômes. Ils sont devenus des gens importants. On parlait d'eux avec fierté. On disait que la famille avait réussi. Marie, elle, avait déjà la trentaine. Elle était toujours dans la maison. Elle savait préparer toutes les fêtes, organiser toutes les grandes journées, faire briller la maison comme si c'était un hôtel. Quand des invités venaient, elle faisait tout, mais elle restait invisible. Marie a compris qu'elle vieillissait là, sans vie à elle. Elle a compris qu'elle n'avait pas de futur dans cette maison. Elle ne pouvait pas construire un couple, ni une carrière, ni même un rêve, parce qu'on la gardait comme une chose utile. Un soir, elle a senti quelque chose se briser. Pas une colère qui crie, mais une fatigue profonde qui dit « Je ne peux plus ». Elle s'est assise seule, dans un coin, et elle a imaginé sa vie si elle restait. Elle a vu une image claire, elle serait toujours là à 40 ans, puis à 50, sans rien.
Et cette image l'a effrayée. Elle a repris contact avec l'ami rencontré au cours du soir. Entre-temps, lui avait voyagé en France. Ils s'appelaient de temps en temps. Ils avaient appris à se connaître par la distance. Il lui demandait comment elle allait, et elle répondait souvent en minimisant, parce qu'elle avait honte de raconter sa situation. Mais un jour, elle a décidé de dire la vérité. Elle a expliqué sa vie. L'homme a compris. Il lui a parlé avec respect. Il lui a proposé une issue, venir en Europe, recommencer, respirer. Il avait cherché pendant un an un réseau pour la faire venir car c'était une fille désintéressée, altruiste et profondément gentille qui méritait le bonheur. Ça a pris du temps. Des démarches, des papiers, des peurs. Marie a fait tout ça en secret, avec prudence. Elle savait que si la famille l'apprenait, elle serait arrêtée, humiliée, enfermée dans des tâches encore plus dures. Alors elle a avancé doucement, comme quelqu'un qui marche sur des œufs. Quand le moment est venu, elle est partie. Le jour où elle a quitté la maison, elle a senti son cœur battre très fort. Elle n'était pas sûre de ce qui l'attendait. Mais elle savait une chose, rester, c'était mourir à petit feu. Marie est arrivée en Europe et son ami Marc l'attendait avec le sourire. Marie a découvert une autre vie. Le froid la surprenait. Les rues étaient grandes et silencieuses la nuit. Les gens marchaient vite, concentrés. Les bus arrivaient à l'heure. Elle avait l'impression d'être dans un monde organisé, mais elle se sentait petite, comme une feuille dans un grand vent. Elle a appris à se repérer. Elle a appris des règles. Elle a commencé à travailler, à se former. Et surtout, elle a commencé à se reposer, même un peu. Juste dormir sans avoir peur qu'on la réveille pour laver une marmite. Juste manger sans compter les portions des autres. Au bout de quelques semaines, elle a eu envie de faire ce qu'elle n'avait jamais pu faire librement. Saluer ce qu'elle appelait frères et sœurs, les enfants de l'oncle. Elle a voulu être polie, montrer qu'elle ne les détestait pas, qu'elle n'était pas partie pour se venger. Elle a téléphoné pour dire qu'elle était arrivée et qu'elle espérait qu'ils allaient bien. La réaction a été violente. Lundi, tu m'appelles avec quel numéro? Tu as fait comment pour venir ici? C'est une blague, j'espère? L'autre dit, comment tu as pu avoir un visa? Une villageoise comme toi? À qui as-tu laissé les parents? On lui a reproché d'être partie. On lui a reproché d'avoir abandonné les parents. On lui a parlé comme si elle avait commis un crime. On lui a dit qu'elle ne serait jamais rien, qu'elle se prenait pour quelqu'un d'important, qu'elle n'était qu'une fille albinos du village. Marie est restée calme au téléphone, mais son cœur se serrait. Ensuite, la famille a fait du bruit. Ils ont réuni des gens. Ils ont appelé en Afrique. Ils ont demandé où elle était. Comme si elle s'était évaporée. C'est là que l'oncle a appris qu'elle était partie depuis un mois en France. Il pensait qu'elle avait juste fui au village, donc n'a pas cherché à la retrouver. Mais non, elle était en Europe. Les insultes ont continué. Les menaces aussi. On lui a dit qu'elle devait revenir. On lui a dit que sans eux, elle ne serait rien, qu'on ne connaît pas les albinos dans ce pays-là, qu'elle serait stigmatisée. On a essayé de lui faire peur. Marie a pleuré, mais elle n'a pas reculé. Les premiers mois en Europe ont été durs. Pas parce qu'elle regrettait, mais parce que tout est difficile quand on recommence à zéro. Pourtant, chaque difficulté était une difficulté de liberté. Travailler dur pour soi, ce n'est pas pareil que travailler dur pour quelqu'un qui te méprise. Elle a progressé. Elle a appris. Elle s'est stabilisée. Elle s'est mariée avec l'homme qui l'avait aidée. Elle a fondé une famille. Elle a eu des enfants. Et quand elle regardait ses enfants dormir, elle se promettait une chose. Personne ne leur volerait leur enfance. Personne ne leur volerait leurs études. Personne ne leur volerait leur dignité. Des années plus tard, une nouvelle est arrivée. L'oncle était mort. Marie a été surprise par ce qu'elle a ressenti. Elle n'a pas sauté de joie. Elle n'a pas non plus joué la grande triste devant tout le monde. Elle a simplement senti un mélange compliqué, partagé entre tristesse et sentiment de liberté. Malgré tout, elle a pensé qu'il fallait faire ce qui est correct. Elle a voulu contribuer au deuil. Elle a voulu aider, parce que c'est aussi comme ça qu'elle avait été élevée, faire sa part, même quand la vie n'est pas juste. Elle a annoncé qu'elle voulait participer, peut-être même rentrer au pays pour le deuil. Mais au lieu d'un apaisement, elle a reçu le rejet. On l'a traitée comme une paria.
On lui a fait sentir qu'elle ne devait pas se montrer. On lui a rappelé d'où elle venait, comme si c'était une faute. On a parlé d'elle comme d'une villageoise albinos qui n'aurait jamais dû se retrouver là où elle était aujourd'hui. C'est à ce moment-là que Marie a compris quelque chose d'important. Parfois, certaines personnes ne veulent pas la paix. Elles veulent garder le pouvoir, même après avoir fait du mal. Elles veulent que la personne qu'elles ont écrasée reste petite pour toujours, parce que voir cette personne réussir leur rappelle leur propre cruauté. Marie a pris une décision simple, mais forte. Elle a coupé les ponts. Elle n'a pas fait de cris, ni de longs messages. Elle n'a pas cherché à convaincre ceux qui ne voulaient pas entendre. Elle a juste fermé la porte, pour protéger sa vie et son cœur. Elle a continué d'avancer. Avec le temps, elle a commencé à raconter son histoire à ses enfants, doucement, avec des mots adaptés, sans haine. Pas pour qu'ils détestent, mais pour qu'ils comprennent la valeur de la dignité et de l'école. Elle leur disait que l'instruction est un trésor, et qu'on ne doit jamais laisser quelqu'un enfermer ton avenir. Et parfois, quand elle repensait à la petite fille albinos de 13 ans qui quittait son village avec un sac léger et un grand espoir, elle avait envie de lui dire « Tu as survécu. Tu as tenu. Tu as réussi. » Marie n'a pas gagné parce qu'on lui a donné une chance. Marie a gagné parce qu'elle a refusé d'abandonner, même quand le monde lui disait qu'elle ne valait rien. On peut voler du temps à une personne, lui voler l'école, lui voler la jeunesse, mais on ne peut pas voler sa valeur. La dignité n'a pas de prix, et la patience ne doit jamais devenir une prison. Aider ne veut pas dire se laisser briser. Quand une porte reste fermée trop longtemps, il faut parfois la défoncer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles.